Vous avez déjà tous expérimenté le stress. Cette réaction prend racine dans un sentiment très connu, que l'on nomme la peur. Le stress permet au corps d'augmenter le flux sanguin vers le cœur et les muscles, dans le but de donner assez d'énergie pour lutter ou fuir devant un danger. Cependant, cette faculté puissante de notre corps peut devenir un frein pour la vie humaine, notamment lorsqu'elle se déclenche dans des moments où le danger n'existe pas. Le stress se transforme peu à peu en anxiété, mais ajouter à l'anxiété un sentiment intense de mort imminente, obligeant l'être humain à n'être que spectateur de la situation, et l'anxiété devient alors une crise d'angoisse. Ajouter à tout ça un effet de répétition et ce qui permettait de s'échapper d'une situation complexe devient alors un trouble mental, qui s'accompagne généralement d'un autre trouble, comme le trouble de la personnalité ou encore les troubles bipolaires. Et vous voyez ce tableau que vous avez en face de vous, et que aujourd'hui tout le monde connaît car il est présent partout dans la pop culture. Il représente la crise d'angoisse la plus extrême. Si on prend le temps de regarder cette œuvre, on y voit un personnage central au visage distordu, en une expression de terreur et de désespoir. Les lignes ondulées créent un sentiment de chaos et de déséquilibre que l'on peut retrouver dans une crise d'angoisse. Et enfin, le décor donne l'impression qu'il écrase le personnage central, comme si tout le monde entier était en train de s'écrouler sur lui. En combinant tous les effets visuels, l'auteur vient de créer la représentation parfaite de la crise d'angoisse. Et ce sentiment parvient aux yeux de tous ceux qui osent le regarder avec insistance. Pourtant, il est très difficile de mettre des mots ou des images sur une crise d'angoisse. Mais c'est la raison pour laquelle il existe des milliers d'œuvres qui reprennent ce tableau. Car ce sentiment qui est très intime vient de connaître en ce tableau sa représentation la plus fidèle. Et on pourrait légitimement se demander comment l'auteur a réussi à créer une œuvre si réaliste de l'angoisse humaine. Tellement réaliste que 100 ans après, elle touche encore le monde entier. Je vous le donne en mille, en faisant l'expérience de crise d'angoisse. Mais ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Car pour vraiment comprendre comment et pourquoi l'auteur a créé cette œuvre, nous avons besoin de se plonger dans son histoire, dans ses œuvres et dans son processus créatif. Alors tâchez de rester jusqu'au bout parce qu'on va plonger dans la vie d'un homme qui n'a pas eu peur d'atteindre les abysses de la psyché humaine pour réaliser des œuvres au plus proche d'une réalité que tout le monde aurait préféré fuir. Au programme dépression nerveuse, hallucinations, cauchemars extrêmes, scandales ou encore internement psychiatrique, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que même les nazis jugeaient complètement fou. L'histoire d'Edvard Munch. Edvard naît le 12 décembre 1863 en Norvège, dans une famille plutôt modeste. Son père est médecin militaire et très souvent absent. Sa mère s'occupe du foyer comme beaucoup de femmes à cette époque, mais elle a de quoi s'occuper car il y a 4 enfants à la maison. Elle nourrit également une petite passion pour la peinture qu'elle partage avec sa sœur. Cependant, la famille va connaître un tournant tragique. La mère du petit Edvard meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 5 ans. 8 ans plus tard, sa grande sœur rejoint leur mère dans la tombe, emportée par la même maladie. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là, car la petite sœur souffre de profonde dépression, probablement due au deuil que traverse la famille. Elle restera internée en hôpital psychiatrique pendant 20 ans. Vous pensiez que c'était fini ? Vous êtes naïf, car le seul frère de Munch meurt d'une pneumonie quelques jours après son mariage. Il ne reste plus à Munch que son père, jamais présent, sa sœur internée et une autre de ses sœurs encore en vie. Lui-même étant très fragile et repoussant la mort à maintes reprises, c'est dans ce contexte qu'il grandit et qu'il se forge, au plus près de la mort. Mais Edvard voit une lueur d'espoir. Une lumière tapie dans l'ombre des deuils. Celle de la passion pour la peinture que sa mère lui a laissée avant de mourir. C'est à 16 ans qu'il clame haut et fort au monde entier son grand rêve, celui de devenir l'un des plus grands peintres de ce monde, malgré que la maladie, la folie et la mort l'accompagnent depuis sa naissance.
devenir le meilleur, Munch va étudier le dessin et la peinture dans les moindres détails. Il progresse à une vitesse hallucinante, comme s'il était naturellement doué pour cela. Malheureusement, son père voulait qu'il devienne ingénieur, mais Munch séchait les cours pour se consacrer à son art. Et un froid va très vite s'installer entre eux deux. Retenez bien cette information, elle aura son importance. En attendant, Munch décide de partir à Paris pour perfectionner son art. C'est là-bas qu'il va réaliser le premier tableau qui commencera à le faire connaître. Mais ce tableau cache une terrible vérité. Celle d'un passé marqué par le deuil. Le tableau a pour nom « L'enfant malade ». Munch a réalisé 6 versions de ce tableau. On peut y voir une jeune femme assise dans un lit, son regard porté vers une étrange dame qui lui tient la main. Cette étrange dame a le dos courbé et le regard penché vers le sol. Le cadre de ce tableau est extrêmement serré et les couleurs sont sombres et terreuses. Le rouge domine la pièce, créant une atmosphère lugubre et pesante. Le teint pâle de la jeune fille et son oreiller blanc contrastent avec le décor autour, contribuant à l'ambiance mélancolique de la scène. Les coups de pinceau visibles et le traitement de la peinture presque inachevée produisent une sorte de flou qui ne laisse voir correctement que la jeune femme mourante et le dos courbé de l'étrange dame. Ce tableau a été peint comme un souvenir lointain qu'on se remémore. Et oui, il représente sa grande sœur atteinte de la tuberculose. En réalité, ce tableau est l'un des derniers souvenirs que Munch a de sa grande sœur. C'est pour cette raison qu'il existe 6 versions de ce tableau, car Munch le repeint encore et encore, comme s'il cherchait à faire le deuil de sa sœur décédée. Cette œuvre très personnelle ne fut que le début d'un long combat interne. C'est avec cette œuvre que l'on commence à percevoir le style de Munch. Celui qui fait que, aujourd'hui, tout le monde connaît ses créations. Malheureusement, à l'époque, ce style est très peu apprécié, car le réalisme prédomine durant cette période. C'est le début des problèmes que Munch connaîtra toute sa vie, les critiques sur ses œuvres. Cependant, certaines personnes apprécient son art, et il va rejoindre un groupe d'anarchistes qui sera la source de profondes réflexions pour lui. Il va prendre la décision de peindre sa propre vie pour créer des tableaux reflétant au mieux la réalité moderne. Attends, mais qui a mis cette musique? Elle correspond pas du tout à la vie de Munch. Peu de temps après avoir rejoint son petit groupe, la réalité frappe brutalement le jeune Edvard. Un jour, par un pur hasard, alors qu'il lisait un journal parisien, il y découvre la nouvelle de la mort de son père. Et oui, la réalité de sa vie n'a rien de commun avec un quotidien normal, comme le nôtre. Nous sommes juste après la Première Guerre mondiale. Après avoir perdu presque toute sa famille, Munch apprend la mort de son père au détour d'un article. Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. La dernière conversation entre Munch et son père fut celle d'un enfant capricieux déterminé à vivre son rêve, face à un père qui tentait de contrôler sa vie. Ce fut un véritable drame pour Munch, car aucun retour en arrière n'était possible. La mélancolie, la solitude et les premières crises d'angoisse le frappèrent après cette terrible nouvelle. C'est dans ce contexte qu'il va réaliser, selon moi, l'un de ses tableaux les plus intenses et marquants que je n'ai jamais vu. Il va peindre une œuvre qui reflète l'état de son âme à ce moment-là. On aperçoit un homme qui se fond dans une pièce comme figé hors du temps, tandis qu'à la fenêtre, la vie suit son cours. Des teintes de bleu, vert et violet dominent la scène. Ce sont des couleurs souvent utilisées pour exprimer la mélancolie et la dépression. Je vous invite à prendre le temps de contempler cette œuvre
et à me dire en commentaire ce qu'elle vous fait ressentir. Pour ma part, elle évoque une solitude pesante. C'est dans cette œuvre que Munch se rapproche d'une forme de symbolisme, un art qui évoque les émotions profondes de l'être humain et qui cherche à révéler les significations cachées de la réalité. Mais dans le monde de l'art, son nom commence à résonner. Assez pour qu'il soit invité à exposer à Berlin. Mais les choses ne vont pas vraiment se dérouler comme prévu. Bien que son art soit aujourd'hui reconnu dans le monde entier, ce n'était pas le cas à son époque. Ses œuvres étaient considérées comme provocantes et anarchistes. Son style expressionniste, avant-gardiste, déforme souvent la réalité de manière angoissante, pour susciter des réactions émotionnelles chez le spectateur. Il reflète une réalité marquée par le début de la guerre, mais surtout par une crise sociale, où les gens se perdent dans une société de plus en plus industrialisée. Cependant, le scandale autour de cette exposition contribuera à faire connaître son nom à Berlin. Il va alors entrer dans un nouveau cercle de créateurs, artistes intellectuels scandinaves. Ce groupe sera une source profonde de réflexion et Munch décidera d'entreprendre un projet ambitieux nommé La Frise de la Vie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Munch fait face à un problème majeur. Le public ne comprend pas son art. À son époque, le réalisme est le style dominant, facilement accessible et compréhensible. En revanche, Munch adopte un style bien plus subtil et complexe. Il se pose alors une question logique. Comment rendre l'art accessible à tous ? Plutôt que de modifier le fond de son art, il change la forme, en concevant une exposition où ses tableaux sont disposés de manière cohérente. Son objectif est de raconter visuellement la condition humaine, afin de toucher le plus grand nombre possible. Dans cette démarche, il espère clarifier la vie des spectateurs, à la manière d'un essai philosophique ou d'un poème, évoquant la vie, l'amour et la mort. Il veut que chacun prenne pleinement conscience de son existence et accepte son destin de mortel pour apprendre à mieux vivre. Pour Munch, cette exposition n'est pas seulement artistique, c'est une véritable philosophie de vie. Pour cela, il organise son exposition autour de 4 grands thèmes qu'il considère indissociables de sa propre vie et de celle de tout homme dans la société. L'angoisse de vivre, l'éveil de l'amour, l'épanouissement et le déclin de l'amour, et enfin, la mort. Ça en devient tellement prévisible. Dans l'éveil et le déclin de l'amour, il y a l'éveil, mais surtout le déclin. Un soir, lors d'un jeu érotique morbide, une certaine Tula, amante de Munch, se glisse dans un cercueil, prétendant être morte d'une overdose. Lorsque Munch ouvre la porte, il voit le cercueil et se fige devant cette scène macabre. Le choc est tel qu'il s'effondre, des sanglots déchirants secouant son corps. La vision d'une femme aimée, inerte, le plonge dans une terreur viscérale, réveillant en lui les fantômes de toutes les morts qu'il a traversées. Mais lorsque Munch réalise qu'il s'agit, en réalité, d'une mise en scène très cruelle, la douleur se transforme en une rage noire. Ce qui aurait pu rester un jeu tourne au cauchemar. La colère éclate en une forme de dispute violente, armée. Instable, hanté par ses démons,
Monk perd totalement le contrôle. Un coup de feu retentit dans la pièce. Dans un instant de folie, la balle transperce sa propre main, comme si le passé funeste qu'il tentait de fuir l'avait finalement rattrapé. À l'image de cette histoire, Monk entretient des relations très compliquées. Sa première véritable amoureuse fut une belle femme nommée Millie Tolow, une cousine éloignée. Monk était follement amoureux d'elle, ou plutôt il en était obsédé. Malheureusement, cet amour n'était réciproque que pour une brève période. Elle l'a rapidement quitté et s'est mariée avec un autre homme. Monk a alors connu une jalousie profonde et intense. Avec cette relation, il comprit rapidement que l'amour allait être compliqué dans sa vie. On peut supposer que, ayant perdu plusieurs femmes de sa famille, il ressentait un manque et une insécurité qui nourrissait en lui des émotions intenses. Cette jalousie était si puissante qu'elle l'a inspiré pour de nombreux tableaux, notamment l'une des plus célèbres, la danse de la vie. Tableau, riche en symbolisme, montre entre les couples qui dansent deux femmes. L'une à gauche porte une robe blanche pleine d'espoir et regarde des couples avec envie. L'autre à droite, vêtue d'une robe noire, est empreinte de tristesse et symbolise sans doute la fin de l'insouciance amoureuse. On a là sans doute l'une des raisons qui font de lui un artiste très controversé.